Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Martin Clavet-Bédard. C'est un plaisir d'animer ce 7e épisode de La Florida, le podcast avec Carl Sanson à mes côtés, Floridien, résident de la Floride et Québécois de la région de Québec, comme celui qui vous parle présentement. François Forget, Caméléon Productions, derrière en studio et avec nous en participation. Et nous sommes ici présentement au AV Club Podcast Studio de Fort Lauderdale, downtown. On ne peut pas être plus downtown que ça. Épisode numéro 7. Comment ça va, Carl? Tu devrais ajouter que le studio est sur le bord de l'eau. Direct. Juste en arrière de toi, on rouvre le rideau, puis on est direct sur le bord du canal. Ouais. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est la Floride, mon ami. Ouais. C'est la Floride. Puis on est là justement pour aider, éduquer, faciliter les gens qui descendent en Floride, qui sont plus ou moins habitués. Même ceux-là qui sont habitués. Ils vont peut-être découvrir des choses avec nous autres. Écoute, entre nous deux, là, on ne sait pas tout, puis on ne connaît pas tout. Non, mais on nous dit, en tout cas, c'est ce que les gens écrivent sur le podcast à propos qu'ils apprennent énormément, même ceux qui sont là depuis des années. Écoute, moi, je reste très humble. Je suis encore... je m'informe de tout. Il y a des gens qui nous écrivent, qui nous posent des questions. Moi, j'aime ça m'éduquer. Bien, pour commencer, je suis un ancien producteur de films. Oui. J'ai fait des films IMAX. Et dans le style de film que je faisais, c'était des documentaires. Oui. Donc, quand tu es un documentaire qui fait du film IMAX, comme exemple le Théâtre IMAX de Québec, le Centre de sciences de Montréal ou celui d'Ottawa, Gatineau, j'appelle ça du edutainment. Donc, la moitié éducationnelle, la moitié entertaining. Oui. Fait que quand j'arrive là-dedans, j'ai été... Puis c'était pas ça avant que je faisais du tout. Là. Je vais être bien honnête avec toi dans ma vie, quand je me suis lancé là-dedans, c'est que j'ai appris à la longue avec des recherchistes comment faire les recherches de la bonne façon pour que les gens trouvent ça quand même intéressant. J'aime pas... Moi, là, je parle très personnel, Martin. Vas-y. J'aime pas les gens qui vont être condescendants parce qu'ils pensent qu'ils en font un peu plus que toi. Okay. J'ai toujours été un gars, on dit en anglais, you see what you get what you see. J'aime donner à mon prochain l'expérience que j'ai vécue, qu'elle ait été bonne ou mauvaise. Il va avoir exactement mon feedback, si je le recommande ou pas, puis j'ai pas peur de ça. C'est drôle, quand on va online, Instagram, Facebook, tout ça, il y en a plusieurs qui font des reviews. À Québec, il y en a un populaire qui fait des reviews de poutine. Oui. Il s'est inspiré de Dave Portnoy ici avec Barstool. Ça, je savais pas. Qui fait des reviews, qui fait des reviews de pizza depuis longtemps. Okay. Puis c'est correct. C'est la même chose avec les podcasts et un paquet de choses. Mais qu'est-ce qui est le fun dans la vie, c'est que on veut toujours s'améliorer, on veut devenir une meilleure personne. Et il y en a plusieurs. En tout cas, moi, je n'ai pas été élevé de même. J'ai des super bons parents, m'ont super bien élevé. Puis moi, je ne suis pas gêné de donner mon feedback à la prochaine pour pas qu'ils mangent de la M. Comme moi, j'en ai peut-être mangé ou que j'ai pas été à la bonne place ou que j'ai appris. Je vais dire, écoute, c'est comme ça que j'élève mes enfants. Tu aurais aimé avoir un Carl Sanson il y a 20 ans qui te suggère quoi faire, où aller avec les bénéfices. J'en ai eu deux. T'en as eu deux? Mon père et ma mère. Oui. Mais ils ne savaient pas tout. Ben non. Comprends-tu? C'est les premiers qui m'ont amené ici. Ouais. Donc, en 1976. Oui, à partir de là, je leur dois tout. L'expérience que j'ai. Mais de là, ma vie a été sur le fast-forward. Mais tu étais déjà curieux. Ben oui. C'est la curiosité. En 76, tu as quel âge quand tu arrives ici? Écoute, j'étais en 69. Moi, j'étais un born and raised. J'étais un born 69, la bonne année. Moi, j'étais en 66. 66. Mais qu'est-ce qui t'a marqué dans tes premiers voyages ici en Floride alors que... Donc, en 1976. Hey, écoute, dans le temps, la première fois que je suis venu ici, mes parents m'ont amené au mois d'août. Le premier voyage qu'on est venu ici, ils sont venus ici au mois d'août. J'étais vraiment ticu dans ce temps-là. Puis, dans le temps, on avait été le Sheraton à côté du Marco Polo. Et mon Dieu! À Nord Miami Beach. Oui, absolument. À Nord Miami Beach, on avait été au Marco Polo. Puis, moi, j'habite dans le coin de Vero Beach. Vero Beach, oui. À partir de Stewart Jensen Beach, en bas, Martin, ça s'appelle la Indian River. La Indian River, c'est l'intercostal. Mais l'intercostal a entre 1/4 et 1,5 km de large à partir d'en bas. Quand vous regardez la carte d'une map, grossissez-la un petit peu. Là. Okay. Puis vous allez voir à partir de Jensen, Stewart en bas, dans l'entrée de la rivière qui rentre dans les terres,
Tout le long, ça monte jusqu'à Cap Canaveral. C'est extraordinaire. Moi, où ce que j'habite, l'intercostal est 1 kilomètre de large. C'est un endroit... Je visualise ce que tu dis. On part de sud en nord, on monte. Oui. On sait que l'intracostal qu'on appelle ici, mettons à Hallandale... Ici, il n'est pas large. Là. C'est pas large et c'est quand même proche de la mer. Oui. Plus qu'on monte vers le nord, plus que le cours d'eau devient large et plus que la terre entre le cours d'eau et l'océan devient large, c'est ça? Non. C'est le contraire. Non. C'est à peu près la même chose. Okay. Ça dépend. Il y a des bandes qui sont plus minces, des bandes qui sont un petit peu plus larges, à partir de Jupiter en montant. Okay. La A1A reste la bande de sable qui est à côté sur l'océan. Ouais. L'intercostal est juste plus large, mais la bande de sable reste à peu près pareille. OK. Ça veut dire qu'il y a des maisons à droite, il y a des maisons à gauche. Okay. Mais il ne peut pas avoir 2 rangées de maisons à gauche, 3 raisons de manger à droite, là, okay. quand même, là, à partir de Jupiter. Il y a des places qui en ont un peu, mais pas beaucoup. Là. Okay. Pas oublier que les eaux montent, puis il y a des ouragans, tout ça, puis il faut faire attention. Il y a beaucoup de maisons, c'est pilotis rendus là, puis blablabla. Donc, je reviens sur l'Indian River. L'Indian River monte jusqu'à Cap Canaveral. Puis à partir de là, moi, j'habite là. Mais moi, des fusées, là, Martin, là, c'est 1 fois par semaine. Hein? Voyons donc, ouais. Allez voir l'horaire de C'est Space. à combien de temps de chez vous, précisément? C'est 1 heure. 1 heure? 1 heure d'auto. Mais quand les fusées décollent, puis qu'ils splittent dans les airs, puis que les roquettes, les boosters reviennent, il ne faut pas oublier qu'Elon Musk, c'est extraordinaire ce qu'il réussit à faire. La NASA n'avait pas réussi à faire ça. Okay. Ça veut dire que lui, il dit, pour mettre des programmes spatiaux, whatever, que ça soit rentable, on doit être capable de réutiliser les roquettes que le fuel dedans. Parce que sinon, ça coûte une fortune. C'est la raison pourquoi que certains paliers de gouvernement à l'époque, des présidents, tout ça, dans l'ère d'Obama, Obama a coupé complètement dans le programme spatial. Okay. Donc, la NASA, les budgets, il a coupé ça. Toute la Space Coast, ils appellent ça dans ce coin-là la Space Coast. Okay. Des quartiers de maison se sont vidés dans l'ère Obama parce qu'il a coupé le funding à la NASA. Okay. Là, tu parles là, des quartiers qui ont 10 000, 12 000, 20 000, 30 000 personnes. Des villes, les gens n'étaient plus capables de payer leur hypothèque de maison. Voyons, ça devient un village fantôme. On parle de des ingénieurs. On parle des ingénieurs. Là. Ils vont se replacer. On parle de des gars qui ont tous des jobs en haut de 150 000. Okay. Du jour au lendemain, ils sont fait annoncer à 6 mois d'avis que tout le programme était fermé puis il n'y a plus d'argent. Fait que toutes les compagnies ont fermé parce qu'il n'y a plus de funding du gouvernement. OK. Et c'est à partir de là que le résidentiel, il y a beaucoup de maisons qui sont ramassées vacantes, puis il y a beaucoup de monde qui ont fait des bons deals avec ça. Heureusement, aujourd'hui, tout est revenu à la normale. On ne fera pas de politique encore, mais on va donner un fait. C'est Donald Trump qui a ramené ça. 2016. Donald Trump a réinvesti dans les programmes. Ils ont signé des programmes comme de quoi le privé avait le droit de s'en mêler. Mais ça a été un peu avant le privé. Okay. Ça a été voté un petit peu avant tout ça. C'est l'ère après Obama. Et à partir de là, lui, il a remis beaucoup d'argent là-dedans, puis il a donné la permission justement. Puis SpaceX est rendu ses propriétés d'Elon Musk. Puis c'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Je reviens à mes roquettes. Donc les roquettes, les boosters se séparent à une 40-50 000 pieds, reviennent et viennent atterrir à l'endroit exactement où ce qui a décollé. Et ça, nous autres, on les voit de chez nous. Là. C'est un spectacle à toutes les semaines ou 2 semaines. Et des fois, il y a 2 lancements dans la même journée. Tellement est-ce que... Allez voir l'horaire de SpaceX. Allez voir l'horaire à Cap Canaveral. Si je me rappelle bien, l'endroit de lancement, c'est comme la piste de décollage d'un avion, mais l'endroit de lancement s'appelle L39. Et c'est là qu'il se décolle le plus de roquettes. Là. Puis, je te le dis, là, t'es dans la maison chez vous, là, t'entends... Chez vous? Là, oui. C'est pas ton subwoofer, rien. Non, t'entends la roquette décoller, t'entends les boosters se séparer, puis t'entends les boosters redescendre, c'est comme des chandelles, ils redescendent, puis à un moment donné, le feu s'allume en dessous pour ralentir la chute jusqu'à l'atterrissage complet. Puis quand t'entends ça à la fin de l'atterrissage, t'entends vraiment... Puis je vois le feu, moi, descendre de chez nous. Je les vois descendre comme 2 chandelles. Pour les gens de Québec, t'es comme genre Québec-Victoriaville. Tu vois Victoriaville à partir de chez vous à Québec. Oui, très, très bien. Oh, oui, très bien. Oh, oui, c'est comme si tu étais sur le bord du fleuve. Tu vois ça. Écoute, les gens... Mais tu l'entends à 1 heure.
Ah non, c'est dans de le ciel. Distance. Oui, mais c'est parce que dans le ciel, où ce qu'ils sont, l'angle qui vont, dépendant où ce que... Ils vont-tu vers le nord, ils vont-tu complètement vers l'est, donc vers l'océan, ou ils descendent vers le sud-est, en bas, dépendant où ce qu'ils sont, mais dans le ciel, c'est très près, là, Martin. Quand on regarde l'angle, là, c'est vraiment pas loin, là. Okay. C'est vraiment à côté. Écoute, les gens, moi, je connais des gens qui habitent à Jupiter. Jupiter, c'est juste au nord de Palm Beach. Okay. Les gens vont les lancements. Même si c'est à côte, à hauteur de Fort Lauderdale, quand tu sais des lancements, tu regardes dans le ciel, puis tu vois la roquette. Là. OK, mais j'ai jamais pensé à regarde les heures. Ben oui, tu regardes dans le ciel, puis il y a du monde même qui vont sur des sites, là, Facebook, tout ça, puis Here in Dades, là, il y a plein d'affaires. Puis le monde, ils disent, avez-vous ça? T'as comme un genre d'éclaboussement dans le ciel. C'est-tu des ovnis, des UFO? Ben non, c'est SpaceX qui s'en va, qui rentre dans l'atmosphère, puis ça fait toute une lignée en arrière. C'est spectaculaire. Moi, je suis un maniaque de ça, là, by the way. Ben, je suis un maniaque de ça. J'ai été voir plusieurs lancements. OK. J'ai été voir plusieurs lancements. Il y a justement une production Netflix qui est là-dessus avec 4 citoyens normaux, pas d'astronautes, qui ont été lancés dans une mission avec SpaceX. Le documentaire est absolument extraordinaire sur Netflix. Il n'est pas sorti. Il est sorti. Il est sorti il y a 3 ans. OK. Mais quand vous venez ici en Floride, là, enfant ou pas enfant, mais c'est sûr que des enfants, c'est encore plus fun. Là. Il y a un théâtre IMAX. Il y a tous les films IMAX qui ont été faits qui ont été faits lien avec ça, avec les productions IMAX. Ça, parce que IMAX a un engagement exclusif avec la NASA. OK. C'est sûr que quand c'est SpaceX, pas la NASA, donc eux autres, ils ont engagé une firme indépendante, mais c'est pas un film IMAX qui joue dans les théâtres IMAX. Ça a été produit pour du streaming, Netflix, ces choses-là, Apple, Amazon Prime, ces choses-là. Donc, Hulu, pour les nommer, puis Disney+, c'est toute la même chose. Okay. C'est le fun. Quand tu veux t'éduquer puis aller voir où ils sont rendus, puis moi, j'ai 2 garçons. Dans mes 2 garçons, on est un groupe, nous autres, qui fait du motocross. Ici, la Floride, on ne se cachera pas, le motocross est extraordinaire. Les parcs sont extraordinaires. C'est comme des... Tu as des moyens, tu as des terrains de golf de bas de gamme, tu as des terrains de golf de milieu de gamme, tu as des terrains de golf haut de gamme. Dans le motocross, c'est pareil. On a la même chose ici. Okay. C'est rendu qu'il y a tellement de pistes privées ou des pistes publiques que tu payes 30, 40, 50 $ de la fois que tu vas en faire. Les sites sont absolument extraordinaires. Okay. Puis, on se fait une gang d'amis, on ride ensemble, tout ça. Dans notre gang de 10-12 qu'on fait de la moto régulièrement ensemble, on a 2 ingénieurs. Un qui travaille pour Blue Origin. Blue Origin, c'est Jeff Bezos et sa gang. Puis on a un qui travaille pour SpaceX. Aïe aïe! Un pour Musk, l'autre pour... Oui, exactement ça. L'autre pour Bezos. Est-ce qu'il roule en Tesla, non? Non, je peux t'annoncer que les 2 brûlent du gaz, moi. Ah oui? OK, on est loin du motocross, les deux brûlent du gaz. Okay. Puis ils brûlent du gaz racing en plus dans leur moto. C'est ça qui est plus drôle. Ils brûlent du VP puis du Sunoco, tout ça. Okay. Mais ils nous parlent souvent, moi, ils savent que je suis maniaque de ça. Là. Puis ils viennent me parler des projets, où ils sont, comment ils testent les rockets. Eux autres travaillent là, les rockets, les boosters qui décollent. Là. Puis les problèmes qu'ils ont, où ils sont rendus, comment ils évoluent, tout ça. C'est des conversations hyper passionnantes. Mais si les gens savaient tous comment ça va à vitesse V avec les découvertes qu'ils ont, où est-ce qu'ils s'en vont, les nouvelles roquettes, puis tout, c'est pas compliqué. Les gens n'auraient le poil droit de ses bras. Parce qu'avant, on parlait de Discovery puis Columbia. Il y en a 1-2 qui a pété une fois ou 2, là, qui est arrivé des affaires. C'était à NASA, puis ça allait pas vite. Depuis que le secteur privé est arrivé là-dedans, Martin, c'est pour ça que je te dis, allez voir l'horaire. Possiblement, si vous descendez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en Floride, allez voir l'horaire de lancement. C'est sûr que dans une période de 2-3 semaines, il y a 1 ou 2 lancements que vous pouvez assister. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'avant, quand c'était un lancement de la NASA, il y en avait 1 ou 3 mois ou 6 mois. Puis ça prenait 2, 3, 4 fois avant que la roquette décolle. Il y avait des cancellations, de la météo, le fuel, il y avait un leak de fuel qu'il y avait, c'était cancellé. Donc tu y allais, tu passais ta journée là, tu attendais, tu regardais dans le ciel. Pour des raisons justifiables, mais... Il se passe rien. Puis dans le temps, on n'avait pas de téléphone. Ouais. Là, aujourd'hui, tu vas t'installer sur le bord de l'eau. Tout le monde s'installe. Il y a 20, 30, 40 000 personnes. Dans toutes les routes alentours de Cap Canaveral, tu peux aller sur le bord de l'eau, sortir tes chaises, faire un tailgate,
2-3 heures avant, tu prends ton téléphone, tu marques live launch de SpaceX. Lancement direct. Tu prends ton téléphone, tu le mets là, c'est ta télé. Tu le mets à côté de ta chaise, puis tu regardes la discussion des ingénieurs, puis d'eux qui sont responsables de faire décoller. Aïe, aïe. Et tu vois même, on va dire, les astronautes. OK? Les astronautes qui sont dans la roquette. Des fois, il n'y en a pas tout le temps. Des fois, c'est juste un lancement. Mais c'est le fun quand il y a des vrais astronautes qui s'en vont à la station spatiale, quand ils remplacent d'un astronaute un autre. Donc, ils partent, sont entre 4 et 5 normalement, à les remplacer qu'est-ce qu'il y a en haut. Parce qu'en haut, il y a une grosse maison. Là. La maison, il faut qu'elle soit entretenue. Puis il faut qu'elle soit ravitaillée. Il ne faut pas oublier ça. Il y a de la bouffe à amener, il y a de l'eau, il y a un paquet d'affaires. Fait que c'est pour ça qu'il y a des lancements, puis ils changent à un moment donné. Je fais souvent des farces. Il faut qu'ils flushent les toilettes en haut. Puis il faut qu'ils ramènent. C'est comme un bateau. C'est pareil. Ouais. Une roquette, c'est comme une vanne. Le devant, il y a des gens, mais le reste, c'est tout un cargo. Et le cargo est interchangé. Il faut qu'il remplace puis il ravitaille et tout. Il y a toujours quelqu'un dans la station spatiale. En permanence. Il y a toujours quelqu'un en permanence. Ça switch. Il y a un record, je pense qu'il y a une astronaute russe puis un astronaute russe qui a passé 1 an dedans. Quelque chose de même. Il y a un Canadien aussi qui l'a fait. Un des 2 frères qui a passé 1 an dedans. Ils viennent plus petits. Hein? Ils viennent plus longs ou plus petits. Ah ouais? Oui, tu viens plus grand ou plus petit. Tu prends 2-3 pouces ou tu repères 2-3 pouces. Mais ça dépend de quoi, là? Quand tu reviens, c'est la pesanteur qui fait ça à ton corps. C'est pour ça qu'ils font des expériences puis tout ça. Mais pour revenir là-dessus, tu peux regarder le lancement live. Tu arrives là avec ta femme, tes enfants. Tu t'installes avec ton auto, tu rouvres le coffre. On a pris un pub sub sur le side. Ah oui? Pas oublier ça. Dans un public, c'est pas loin de... Tu prends le pub sub sur le side. Tu t'amènes ton lunch, ton cooler. Tu sors tes chaises de pique-nique. Puis by the way, là, tu peux te baigner, là. C'est pas l'océan, là, c'est le canal. C'est le canal qui est là, mais je veux dire, si l'eau est claire comme l'océan. Oui, mais c'est pas les plages. Bien, il y a des plages partout. Ah oui, OK, c'est pas attique, là. Non. Tu stationnes avec ton auto, puis tu marches tranquillement, tu peux rentrer dans l'eau. Il y en a même qui pêchent quand ils sont là. Quand ils attendent 2-3 heures. Des pêcheurs, il y en a partout. Il y en a qui pêchent avec une rod, puis il y en a qui pêchent avec des filets. Ah ouais. Tu sais, comme dans les Caraïbes, là, il y en a qui pêchent avec des filets. Bien, il y en a plein ici qui pêchent avec des filets encore. Mais là, 30-40 000, ils ne sont pas tous collés. Tu as de l'espace en masse. Ah non, c'est sûr à peu près, je te dirais, un 5 000 de large par un 10 000 de long. C'est la route pour se rendre à l'île de Cap-Canaveral. Tout le monde va là. La police est là. Ils font du contrôle, puis ils barrent à un moment donné pour pas se rendre à la plaque du lancement, puis tout ça, c'est ça. Puis tu n'as plus le droit d'aller là. Fait que tout le monde stationne sur le bord de l'eau. Tout le monde se jase. Tout le monde, les Américains, tout le monde se jase. Là. Tout le monde est excité. Et tout le monde met le lancement live. Donc, c'est comme sur avoir une game de hockey ou n'importe quoi, tu es à télé. Tu as le commentaire live des gens qui t'éduquent et t'expliquent c'est quoi la mission, c'est quoi le lancement, c'est quoi l'enjeu. Ils vont-tu revenir, ils ne reviendront pas? Sont-ils partis 3 jours dans l'espace ou c'est juste un test de roquette? Parce que des fois, il y a des tests de roquette. La roquette, elle pète. À 100, 150, 200 000 pieds. Là. Mais c'est un test de SpaceX qu'ils font. C'est voulu. Il y en a qui disent, non, ça, donc ça, je t'ai entendu parler. Ça l'a pété, puis ils n'ont pas réussi, tout ça. Ils disent, non, si tu lis la mission, c'était voulu. OK? C'est des tests comme ça qu'ils font. Fait que c'est super excitant, puis je vous le dis, là, vous devez voir ça minimum une fois dans votre vie. C'est hyper excitant. C'est le fun. Parce que moi, la fois que j'ai été, c'était 4 astronautes qui montaient. Ils ont passé, de mémoire, 3 ou 4 jours dans l'espace à faire le tour de la Terre. OK. Les 3 ou 4 sont partis, puis sont tous revenus. Il n'y a pas personne qui est resté en haut. Non, absolument pas. Il n'y allait pas à la station spatiale. La mission, ça s'appelait Inspiration 4. Donc, c'était 4 qui montaient et ils ont dépassé la station spatiale. C'était la première fois, il y a 3 ans, qu'il y avait une roquette qui allait plus loin que la station spatiale. Parce que la dernière fois, c'était en 1969 qu'ils ont été sur la Lune, que ce soit les Russes ou les Américains. Et depuis ce temps-là, il n'y a personne qui a passé à la station spatiale. La station spatiale est une certaine altitude qui est en rotation autour de la Terre. Eux autres, ils ont dépassé la station spatiale. Mais pour ensuite faire le tour. Ils ont continué à faire le tour en rotation au-dessus de la Terre, puis sont revenus. Fait que
je ne vendrai pas le punch du documentaire. Vous devez absolument regarder ça sur Netflix. C'est écœurant. Allez voir SpaceX. Ça, il y en a deux. Il y en a un, c'est vraiment basé sur l'histoire de Elon Musk. Puis l'autre, c'est Inspiration 4, qui est écœurant. Puis moi, j'ai été au lancement d'Inspiration 4. Donc, j'ai écouté Inspiration 4. Oui. 2 jours après de la dernière épisode, c'était le lancement. Puis le lancement n'a pas été cancellé. Il est arrivé, ça a bien été. Puis je vous le dis, là, qu'est-ce qui est le fun avec SpaceX? Quand ils annoncent une date de lancement, avec les meilleurs satellites au monde, c'est rare qu'ils se trompent, comme de quoi la météo ne sera pas bonne. Ah, mais ils savent longtemps. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Donc, quand il y a une date de lancement, puis vous l'avez, vous pouvez vous aventurer. 4 fois sur 5, 9 fois sur 10, le lancement arrive. Okay. Quand c'était la NASA, c'était 1 fois sur 5 que ça marchait avec la date. Oh. Genre, c'était souvent cancellé. Toujours à cause de la météo ou d'autres phénomènes? Un paquet de phénomènes techniques qui arrivaient avec la roquette, des boosters. Il y avait une fuite à un moment donné d'un gasket avec du gaz, du ci, du ça, un paquet d'affaires, la météo qui embarquait là-dedans l'hiver. OK, un paquet de raisons techniques. Aujourd'hui, le programme de SpaceX c'est pas compliqué, c'est en coupé le souffle. J'ai hâte d'avoir Bezos avec Blue Origin, d'après mon chum. Mm-hmm. Le programme, il est extraordinaire. Ils vont envoyer... eux autres, ils ont vendu déjà des sièges là, pour avoir des gens pour aller dans l'espace. Ça coûte 250 000. OK. Les sièges sont tous vendus. OK. Pour les 3-4 premières années. Non, c'est extraordinaire. Mais c'est des guides de la liberté de ce monde. C'est pas... 250 000. Non, 250 000, je veux dire, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de problème avec ça. Oui, mais il faut aussi que tu sois... la liberté est payé 26 millions. Ça, c'est différent. Ah oui. Ça, c'est un autre programme. Ça s'appelle un citoyen dans l'espace, Citizen in Space. Donc, lui, il est parti avec vraiment 4 astronautes. Il était le 5e. Il l'a assis dans le banc en arrière à douette. Puis, ils ont dit, ferme-toi et regarde par la fenêtre. C'est les Russes, ça. Hein? C'est les Russes qui ont été avec une Soyouz. Okay. Puis, il a été dans la station spatiale. Puis ça, il n'y a pas de problème. Puis, il a pris des photos tout le long. Oui. Puis il a fait des lives avec des étudiants dans les écoles, tout ça. Avec ses enfants aussi. C'était One Drop, non, il était tout seul. Non, mais en temps réel, il parlait à ses enfants. Oui, mais il fait parler à tout le monde. Il fait prendre son cellulaire avec un téléphone satellite, parler à sa gang en bas quand il voulait pendant la journée. C'est complètement En avant de l'écran, c'est une chose, mais dans la réalité, il pouvait leur parler comme il voulait. Là. Pourquoi 26 millions? Pourquoi 250 000? C'est parce que c'est pas le même programme, puis ils ne vont pas à la même altitude. L'autre, il était dans la station spatiale. C'est un programme qui faisait partie des astronautes pour ravitailler puis faire des tests. Okay. Lui, ça, c'était ça qu'il faisait. Donc, il prenait une place d'un astronaute, tabarnouche en anglais, d'un scientist. OK, un scientifique. Scientifique. Mm-hmm. Il prenait la place d'un scientifique. Donc, la place coûtait 26 millions. Okay. Pas oublier que les Américains, quand ils n'envoyaient plus Columbia, Discovery, puis il n'y a plus rien qui allait, avant que le programme d'Elon Musk monte, qui était dans le temps de la liberté, c'est que les Russes chargeaient aux Américains 26 millions de l'astronaute montant en haut. OK. C'est ça la game. Ouais. Donc, lui, il a payé 26 millions. Il a pris la place d'un astronaute. Ils ont dit, OK, avec les 4 autres, on est capable de prendre les commandes, puis on est capable de décoller, amérir sa station spatiale, puis de revenir. OK. Là, c'est pas la même chose. Là, on va en plus basse altitude, ils font rotation de la Terre, puis ils reviennent, puis c'est le programme privé de SpaceX. OK. Ce programme-là, le lancement de la roquette, coûte entre 200 et 250 millions par lancement. Et dans Inspiration 4, c'est un gars qui paye. C'est un gars qui paye. 250 millions. Il a appelé Elon Musk. Il a parlé de son projet. Elon Musk, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, à cette heure, la facture, je vais payer. Mais tu peux-tu amener qui que je veux? Il dit, il n'y a pas de problème. Okay. Ils ont fait un concours. Et à l'époque, il avait même fait une annonce pendant le Super Bowl. Une annonce de 30 secondes. Pour recruter un tirage, pour les gens devaient envoyer une vidéo, pourquoi ça devrait être eux autres qui allaient monter dans l'espace. Oh boy! Ah non, c'était extraordinaire. Là. Wow! Et je reviens encore. La Space Coast décolle à peu près aux alentours de je vous dirais, Port-Sainte-Lucie, dans ce coin-là, en montant, jusqu'à Cap-Canaveral. Titusville, la région de Titusville. Ouais. C'est drôle comme nom, Titusville. Ouais, je riais quand j'étais jeune, je passais là, Titusville. Il y a des drôles de noms, Malabar, Titusville, Melbourne qui se dit en français. La raison pourquoi c'est Melbourne, c'est que c'est beaucoup de Français de France qui habitent à Melbourne. Qui ont commencé à émigrer là au début, puis c'est venu le nom Melbourne. C'est spécial, mais en tout cas,
Fait que vous devez arrêter, vous devez passer une journée complète là, qu'il y ait un lancement ou pas, vous pouvez passer là, parce qu'il y a des activités. J'ai un ami qui habite du Québec maintenant, qui habite le Vanuatu. Il est venu il n'y a pas longtemps. OK. Et il dit, Carl, penses-tu que ça vaut la peine que j'arrête là avec mes enfants, puis tout ça, nanana. Fait que j'ai parlé exactement comme on parle dans le podcast là. Oui, absolument. Il était avec sa femme et ses enfants. Il a 3 enfants. Il était avec sa femme et ses enfants. Quel âge les enfants, à peu près? La plus vieille a 17, 18, OK. 12, 14, 17. Ils ont toutes capoté. OK. Et il dit, gars-fille. Tu sais, des fois, tu dis, la petite fille ne sera pas intéressée. Gars-fille, sa femme, ont tous adoré leur expérience de la journée complète à Cap Canaveral. Mais là, moi, je suis néophyte, là, mais on n'est pas des feux d'artifice à 10 minutes. Là. Non. On assiste à un spectacle unique et on a quasiment un play-by-play sur notre téléphone intelligent en avant de nous, c'est ça? Oui, quand il y a un lancement. Quand il y a un lancement. Mais quand il y a le play-by-play, est-ce que tu es capable d'entendre les conversations entre ceux qui sont dans la fusée et ceux qui sont en bas? Non. Mais c'est ça qui est capoté. Tu entends vraiment les pilotes? Tu es avec eux autres. Aïe, aïe. Dans le cockpit, tu entends la roquette élevée puis péter dans les airs d'une oreille, puis tu entends de l'autre oreille la conversation qu'il y a avec la base en bas, la tour de contrôle. Mais quand ça pète que tu entends, il doit y avoir un délai. Tu es à 1 heure de route. Pas 1 heure de route. Un petit peu moins que ça. Non. Quand j'étais au lancement là. Mais tu es à combien de... Ben, j'étais à côté. À côté, c'est quoi à côté pour toi? À côté, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 à côté, on devait être à peu près, en ligne droite, à peu près 3000. OK. À peu près 5 km. 5 km. Mais 5 km, à vue, c'est très près. Là. Ben oui, tout à fait. fait. Que je la voyais décoller bien comme il faut. Là. Wow. Non, c'est spectaculaire. Mais il y a un délai certainement dans ce que tu vois, ce que tu entends en temps réel. Non, il n'y a pas... Non, ils sont capables de mettre ça live. Tu as peut-être 1 seconde de délai, mais pas plus. Comme nous autres, on parle avec un micro et tout. Oui. La technologie est rendue extraordinaire. C'est incroyable. Tu as le feeling. Ils calent quand ils vont séparer les boosters d'avance. Il dit OK, nanana, dans 5 secondes, puis il fait le call 3, 2, 1. Tu vois les boosters séparés. Quand il a fini le call, live. Aïe, aïe. Puis tu les vois aller, puis quand ils sont partis, puis là, ça va bien. Bien là, il dit bon voyage, puis on se reparle tantôt. Puis tu as vu continuer à monter à Roquette. Là, c'est un vrai voyage. C'est pas un voyage de rive-nord, rive-sud. Qu'est-ce qui est spectaculaire, c'est qu'on pense qu'une roquette, ça monte à verticale. Ouais. Quand on regarde avec l'horizon, ouais. Il y en a qui pensent que la Terre est plate en passant encore. Alors, on est ailleurs. Il y en a qui pensent que la Terre est plate. Mais ça monte droite ou ça monte pas droite ou c'est une perception? C'est une perception. OK. C'est que vous allez voir souvent, il part vers l'Europe, là, puis elle monte tout le temps en altitude, puis tu vois l'altitude et la vitesse que la roquette monte. C'est écœurant. Non, c'est... Hey, j'ai des frissons. Non, c'est débile. C'est écœurant. Puis tu vois vraiment avec... Écoute, il y a des bons photographes, là, puis ils prennent des super photos écœurantes. Puis tu vois vraiment, là, ça fait vraiment la courbature. Puis ta voix, elle monte, là, puis elle continue de monter. Mais eux autres, ils ont le feeling, ils sont à verticale. Mais ils ne sont pas à verticale. Ça monte vraiment de biseau, puis ça monte tranquillement. Puis des fois, là, tu vois la courbe, là, on dirait que ça tourne comme une banane. Donc, c'est pas une perception. Non. Il y a vraiment une... Oui. Hey, j'ai une question là-dessus. Je t'ai dit que j'étais néophyte, mais plus néophyte que moi, tu meurs là. Les expériences qu'on a entendues dans les dernières années concernant les visites du Titanic en dessous, dans l'eau, il y a eu des catastrophes, il y a eu probablement des compagnies il y a bien ordinaires. Il y a une compagnie, genre SpaceX, qu'eux autres envoyaient, puis il y en a une qui a eu ils appellent ça une implosion. Ouais. Qui vient d'arriver là, dans les 6 derniers mois. Là. Exact. On a vu ça. Oui, il y a des cornets qu'on payait pour aller en dessous de l'eau. Mais les cornets n'ont pas fait les vérifications diligentes ou whatever. Non, bien, c'est parce que il y a des gens qui sont prêts à payer pour toutes sortes d'expériences avec des compagnies qui sont douteuses un peu, puis la compagnie qu'elle a là était avec un sous-marin douteux. Ça, c'est pas Carl Sanson qui le dit, c'est la conclusion par les experts. James Cameron a été sous l'eau, plus profond que lui, parce que James Cameron a tourné le Titanic. Mon ami à moi, Stephen Lowe, c'est lui qui a tourné le film, le premier documentaire IMAX en 1994, qui s'appelle Titanica, que joué dans... C'est lui qui a rapporté les premières images du Titanic. Oui. Mais je m'en rappelle parce qu'on présentait ça dans les IMAX, notamment à Québec, avec des artefacts. Là, on amenait ça directement dans le cinéma. Là. Exact, parce qu'un film IMAX, c'est fait a priori pour jouer dans des centres de sciences. Ouais. Donc, il y a un genre de musée, salon, quoi que ce soit, qui est attaché avec un film. Donc, tu as des artefacts du Titanic qui voyageaient avec le film en même temps. Donc, c'est pour ça que le film peut jouer pendant 10 ans, à faire le tour de tous les théâtres IMAX à travers le monde.
Fait qu'il y a eu une implosion dans le temps, mais c'est des choses qui arrivent. Ouais. Sont beaucoup plus avancées, dans mon avis, et beaucoup plus sécuritaires et qu'est-ce qui monte dans le ciel que qu'est-ce qui va en dessous de l'eau. OK. Il y a moins de... Bien, forcément qu'il y a moins d'amateurs dans les compagnies qui offrent ce service. Oui. C'est beaucoup moins amateur. Cameron a eu des close calls. Mon chum a eu un close call en dessous en allant tourner avec le Titanic. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui marchait. Okay. Les batteries, tout ça. Le joystick. Il n'y a plus rien qui marchait. Il a fallu qu'ils repartent les génératrices là-dedans, tout ça. Puis il y a une procédure. Puis ça a pris 1 heure, 2 heures avant que ça marche. Là. Puis il est allé en dessous, dans le fond. Il est à 14 000 pieds sous l'eau. Là. Il y a 0 option. Là. Et il faut que ça reparte. Sinon, tu n'as plus de propulsion, tu ne peux plus remonter. Implosion, bonsoir la visite. Eux autres, c'est pas arrivé. Non, eux autres. Mais l'autre compagnie, il y a une implosion. Mais là, on est loin de la Floride. Mais je veux dire, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que les gens payaient pour aller voir le Titanic en bas. Là, il y a des gens qui vont payer 250 000 $ pour monter en haut. Absolument. Le degré de risque est quoi par rapport à... Degré de risque, il y a toujours un risque. Je veux dire, c'est comme un avion. Je veux dire, c'est quelque chose qui a de l'oxygène puis qui a du fioul là-dedans qui te fait faire un transport. Fait que c'est sûr qu'il y a un risque. Le FAA est là-dedans. On a eu un accident d'avion il y a à peu près un mois qui a atterri à 75 à hauteur de Naples ici qui est arrivé. Il va y avoir une enquête là-dessus. C'est possiblement une erreur pilote et copilote. Humaine. Une erreur humaine qui est arrivée. Un bombardier 604 qui est un avion mid-size dans le privé, qui est un excellent avion. Il n'y avait plus de moteur. Les moteurs ont coupé à peu près 1500 pieds d'altitude, 2000 pieds d'altitude. Les moteurs ont complètement coupé les 2 moteurs quand il était en atterrissage. Okay. Il a atterri sur l'autoroute à travers les autos. Mais ils ont dû arrêter le trafic avant. Non, pas du tout. Même pas? Mais non, il arrivait. Okay. C'est arrivé soudainement. Pouf, comme ça. Donc, eux autres, ils ont réussi à atterrir. Ils ont clippé un camion. Ils ont atterri. L'aile droite a frappé le mur de son qu'il y a avec les maisons. Puis l'avion a flippé sur elle-même. Vous allez sur YouTube, vous voyez toutes les vidéos. Ouais. Puis c'est arrivé ici en Floride. Ça a fait tout le tour des médias partout à travers le monde. Pilote, copilote sont décédés. Les 2 passagers avec, je vais dire un hôtesse de l'air. C'est un agent de bord qui avait à l'époque, là, qui a 23 ans, la petite fille, elle a eu une réaction. Je dis la petite fille, elle n'est quand même pas vieille, là. Ouais. Elle a une réaction extraordinaire. Ils ont réussi à sortir avec la porte de secours d'en arrière, puis ils ont réussi de s'extirper de ça, puis le jet était complètement en feu. Les 3 ont survécu. Ils ont rien. 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 Non, c'était extraordinaire. Pour en revenir à l'histoire de Rocket, tout ça, que ça soit Virgin avec Richard Branson ou que ce soit Jeff Bezos, qu'eux autres ont déjà vendu, tout est prévendu pour les 3 pour les 5 prochaines années. C'est pour avoir des citoyens qui vont monter dans l'espace avec de la pesanteur, qui vont monter un 130, 140, 150 000 pieds d'altitude. Ça, c'est approuvé par le gouvernement américain. Sont dans la phase finale pour les tests. Pour quand un citoyen monte dans l'espace, on parle, si je me rappelle bien, on parle de 2025-2026 pour Bezos et l'autre. Là. Sont sur le point d'avoir la... Oh oui, on parle d'un an et demi, que là, il va y avoir des vols réguliers. Hein? Ils vont avoir des vols réguliers que des gens ils ont déjà payé. La liste, c'est comme si tu bookes ton billet par avion. Okay. Le monde ont payé déjà le 250 000. C'est réglé, c'est booké. C'est booké pour 3 ans. Donc, eux autres, admettons, ils veulent faire 1 ou 2 vols par mois. Bien, tous les vols sont bookés. Donc, les gens adorent cette adrénaline-là. Là. Ah, pas moi. Ben, toi qui aimes faire du parachutisme, peut-être. Oui, mais c'est ça. C'est fait. C'est pas fait pour tout le monde. Mais regarde, le monde aime le thrill, puis il y en a qui sont prêts à risquer leur vie pour rembarquer là-dedans et payer 250 000. Ouais. L'étiquette n'est pas donnée. Non. Quand même. Mais c'est le fun parce que il y a 2 endroits que ça décolle. C'est le Texas et la Floride. C'est 2 endroits que la météo est la plus certaine et que des équipes qui travaillent, tout ça. Fait qu'on va avoir beaucoup d'actions. Mais déjà là, sur la Space Coast, L39, ça décolle en s'il vous plaît. C'est hyper excitant. Des fois, je n'ai pas l'horaire, j'entends...
je me lève la tête, puis je vois, regardons ça, la roquette décollait aujourd'hui. Ouais. Les boosters. Là, je regarde, là, ça dure 5-10 minutes. Là, je vois les boosters splitter, puis je vois les boosters revenir. Mais mettons que tu fais un podcast comme là, puis Oui. tu es chez vous, parce que tu en fais des podcasts chez vous, Oui. puis que tu entends ça rentre-tu dans ton microphone? Est-ce que tu... J'entends juste dehors. OK. Je le fais bien. Complètement capoté. Non, c'est le fun. C'est le fun. C'est un sujet très intéressant, mais on a effleuré le sujet de Titanic. Oui. Es-tu allé à Orlando voir l'exposition permanente de Titanic, là? Non, je sais qu'elle est là, mais moi, personnellement, je n'y ai pas été. C'est capoté. Là, j'ai pas ça en mémoire, puis ça fait quand même quelques années que j'y suis allé, mais je le suggère fortement à nos amis qui nous regardent ou nous écoutent sur le podcast, parce que tu vis une expérience, puis il te donne un nom. Il t'attribue le nom d'une des personnes qui est ou survivante ou décédée dans l'expérience Titanic. Fait que toi, tu t'appelles tel nom. Et ton but dans l'exposition, c'est d'arriver à la fin, 45 minutes, 1 heure après, puis de découvrir si tu es survivant ou si tu es décédé. OK. Soit que tu flottais dans l'eau avec les icebergs alentour, Ouais. avec Leo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Oui, dans le film. Ouais. Ou avec Rose. Oui, Rose. Mais, ou si tu restais dans le bateau qui coulait à pic. Ouais. Exactement. Un ou l'autre. On ne sait pas si tu es allé dans un vieux Ford Model T avec les mains sur le dans le vitre. Écoute, on va en parler pendant le podcast, on a le temps. Là, on parle de faire un podcast par semaine à l'année longue. On va peut-être prendre un break pendant l'été à un moment donné parce qu'on aime ça prendre des vacances. Aussi. Puis mon autre podcast que je t'inclus, on prend des vacances de 6 semaines. Tu sais, probablement qu'est-ce qu'on va faire aussi dans la Floride aussi. Ouais. Mais à un moment donné, on va commencer à parler de tout ce qui se passe alentour d'Orlando. Hey. Parce que Orlando, là, je veux dire, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a dans cette ville-là. Il y a la qualité d'hôtel, de l'entertainment, n'en voulez-vous, n'en v'là. Adulte comme jeune. Adulte comme enfant. Tout le monde pense que, il y a Disney, il y a Universal Studios, il y a SeaWorld. Il y a plus de stock que ça. Si vous regardez tout ce qu'il y a, là, c'est absolument extraordinaire. Puis même si on va dans un radius d'à peu près 50 000 alentours d'Orlando, là, vous devriez voir toutes les attractions qu'il y a là. C'est extraordinaire. Moi, t'en nommer une attraction qu'il n'y a aucun Québécois à peu près qui sait ça. Vas-y. Il y a une petite ville qui s'appelle Dade City. D-A-D-E City, qui est alentour, qui est à côté de Zephyr les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau. J'ai un autre Mac. Là, on en a parlé dans le podcast précédent. C'est ça. L'eau locale de l'État de la Floride qui se vend le plus, c'est de la Zephyr. Tu savais-tu que tout le monde connaît au Québec le village des sports? Oui. Valcartier. Le village vacances Valcartier. Oui. Tu savais-tu qu'il y en a un ici? Ah, OK. Aussi gros que ça. Qui commence début novembre, qui finit jusqu'à fin février. Okay. Je ne dis pas qu'il est aussi gros que ça, mais tu savais-tu que tu peux glisser avec des tubes et de la neige? Tu savais-tu qu'il y a des igloos? Tu savais-tu que tu fais patiner? De la neige? De la neige. Des igloos? On patine en Floride. Oui. Ça s'appelle Snow Ridge. Snow Ridge. Okay. Oui. Allez voir ça. Snow Ridge, allez voir leur site. C'est extraordinaire. C'est plein, là. Quand ça rouvre, là. Ouais. Quand ça rouvre, moi, j'ai une piste de motocross à côté de là, qui est à 5 minutes de là. C'est ouvert seulement dans la période que tu viens de mentionner. Le restant de l'année, c'est fermé. C'est fermé. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud. OK. Donc, ils doivent exploiter dans les moments les moins chauds en Floride. Oui. OK. Donc, eux autres, c'est début novembre, qui est bizarre. J'aurais dit 1er décembre, mais il commence le 1er novembre. OK. 1er novembre jusqu'à fin février. J'aurais pensé qu'il aurait pu toffer jusqu'à fin mars. Ouais. Mais là, business model, eux autres, c'est ça. C'est comme ça. C'est plein mur à mur. J'en ai parlé avec des amis qui habitent dans ce coin-là. Okay. J'ai déjà habité dans ce coin-là. Il y a une dizaine d'années. Et ils m'ont dit, non, Carl, c'est plein, là. C'est plein, là. Et il dit, toutes les écoles y vont. Ah oui, OK. C'est de la toutes formation. les sorties d'école, tout le monde va là. Les parents le soir, les fins de semaine. Et c'est la folie furieuse. Okay. Tous les gens aux alentours de Tampa, Brooksville, Ocala, tout le monde va minimum une fois à Snow Ridge par année. C'est ouvert depuis genre 3 ans. C'est très récent. Ah oui, OK. Je pensais que ça existait. Non. C'est très récent, c'est propre, c'est beau, ça marche. Mais qui aurait pensé ça, tabarnouche, en Floride? Snow Ridge. Peux-tu juste finir le bout que je te parlais tantôt de Titanic pour te dire qu'il y a de la glace, un mur de glace, dans l'exposition Titanic à Orlando. Quand tu finis l'exposition, tu as su qui t'étais et si t'étais mort ou vivant. Là. Oui.
Bien, il y a un immense mur de glace, puis les Floridiens ou les gens qui sont là, évidemment, s'amusent à mettre les 2 mains sur la glace. Mais c'est un mur immense, comme un mur d'escalade de glace. Okay. C'est complètement capoté. Je voulais juste te dire ça, qu'il n'y a pas de la glace seulement dans Dade. Moi, je suis en Floride pour pouvoir mettre la main sur la glace. Okay. La seule glace que j'ai est dans mon Pina Colada ou dans ma vodka avec mes drinks. Moi, je suis en Floride pour le sunshine. Moi, je veux pas geler. Écoute, je pourrais te raconter mes expériences. Moi, je suis un gars de la glace de qualité, puis je veux de la glace de qualité dans mes drinks. Basé sur de l'eau de qualité. Qui est... De l'eau de qualité qui fait de la vraie... Ici, tout le monde dans les maisons ont tous des machines à glace. Ouais. C'est pas la glace souvent qui vient de ton réfrigérateur. Là. C'est de l'eau... C'est vraiment une machine à glace que tu mets tes verres là-dedans. C'est pour ça que quand tu vas dans un bar, ils ont tout le temps de la glace. Tu vois les bar backs en arrière avec des gros bacs qui remplacent la glace tout le temps. Oui. Il fait chaud ici, puis les gens veulent se rafraîchir, puis les drinks, ça prend de la glace. Si vous allez à quelque part que vous n'avez pas un drink qui est froid, puis qui soigne de l'extérieur, puis tu mets ta main dessus, puis tu dis « ma bière va être bonne » ou « ma vodka va être bonne » ou « mon Cosmo va être bon ». Quand ils checkent ça, c'est parce que c'est pas une place de qualité. Changez de place tout de suite. Je vous dis tout de suite, changez de place. Là. À la base de la glace. Et écoute, il y a beaucoup de gens qui, depuis l'arrivée des Panthers de la Floride en 1993, jouent au hockey, patinent et fréquentent des arénas. Oui. C'est complètement capoté d'aller dans un aréna en Floride au mois d'août, au mois de juillet. Mes enfants jouent au hockey ici, moi. Oui, absolument, absolument. Puis ça marche, c'est à côté. Là. Mais monde aime ça. Quand tu as des lunettes comme ça et que tu pars de, mettons, je sais pas, 32 très humide ou 35 très humide Celsius, là, et tu rentres dans l'aréna, tu ne vois rien. Non. Strictement rien. Mon fils a joué au hockey ici avec North Broward Prep comme gardien de but au hockey. Et puis, c'était vraiment paradoxal de rentrer dans les arénas, puis c'était complètement capoté. Mais il y a du monde qui joue au hockey ici, c'est complètement débile. Bien, c'est parce que, tu le sais, Martin, je veux dire, quand on regarde ceux qui habitent l'État de la Floride, il y en a au moins 50 qui viennent d'un autre État ou d'une province au Canada ou n'importe quoi qui sont rendus ici. Ils sont venus travailler ici, by the way, les enfants, puis tout. Exact. Donc, officiellement, je veux dire, eux autres, un de leurs sports, c'est le hockey, puis la game, elle marche. Les ligues de garage marchent, les ligues de jeunes fonctionnent. Ils ont des tournois dans tout l'État au complet. C'est super bien structuré. Ils ont des bons coachs. Mais comment que les joueurs de la Ligue nationale sont retraités ici? Absolument, puis ils restent ici. Bien, ils restent ici à temps plein. Ouais. Bien, il y en a plusieurs qui restent impliqués dans le sport. Ils veulent leur donner aux suivants. Ils aiment ça coacher des jeunes. Ils vont dans des tournois, ils s'abonnent. Je veux dire, il y a toujours des tournois Pee-Wee de Québec. Je veux dire, il y a toujours des équipes de la Floride qui montent. Là. Tout le temps, chaque année. Il y a Johnny Murray. On connaît tous Johnny Murray. Johnny, c'est un gars de Beauport. Je pense qu'il est rendu 20 ans, 25 ans dans la Ligue nationale comme arbitre. Ouais. Johnny a toujours fait des super beaux camps d'entraînement et d'échange des gens de la Floride avec des gens du Québec. Donc, il fait un camp d'entraînement en Floride que des gens du Québec descendent et vice-versa. Il change avec les deux. Mes enfants y ont été. Ils ont été à celle-là de Tampa. Pour le mettre, ton garçon a déjà fait ça aussi. Oui, il est parti de Québec, évidemment, en autocar. Ils s'en vont à Burlington, je ne sais pas trop. Ils prennent l'avion, ils s'en viennent ici à Tampa. Ils passent une semaine ici. Ils descendent avec Allegiant pas cher. Ouais. Avec Allegiant pas cher à 50$ de la tête. Ouais. Parce que ça c'est une autre histoire qu'on peut dire aux Québécois. Là. Ouais. Si vous n'avez pas des bons billets d'avion, soit avec Air Canada, Air Transat, Sunwing ne le fait plus. Okay. Il y a les vols, il y a United qui connecte à Newark la plupart du temps. Northwest n'existe plus. American ne fait plus. Il y en a plusieurs. Il n'y a plus beaucoup d'options. Fait que quand on tombe dans des années, on dirait que la COVID a fait encore plus mal, comme couper des normes de vol, puis vous trouvez que vos vols sont plus chers. Prenez votre auto, traversez les douanes. N'oubliez pas que les douanes sont traversées avec votre véhicule. Allez à Plattsburgh, Burlington. Puis là, vous avez le choix de Spirit, JetBlue, Allegiant. Normalement, c'est les trois. Et en plus, il y a à peu près tous la gang des vols directs sur des villes de la Floride. Fait que vous allez avoir des vols directs à Fort Myers, des vols directs à Orlando. Orlando, il y a 2 aéroports. Il y a MCO puis il y a Sanford. Sanford, Orlando, gros comme Québec à peu près. Oui, c'est ça. Sanford, c'est comme la petite aéroport qui change moins cher, c'est comme l'aéroport de Saint-Hubert à Montréal par rapport à Trudeau. C'est un peu ça. C'est proche de l'autre, là.
C'est pas loin, c'est pas loin d'Orlando. 45 minutes peut-être, 30 minutes? Même pas. Puis je veux dire, moi je connais beaucoup de monde qui l'ont fait, puis il n'y a personne qui s'est plaint là-dessus. Là, tu te prends un auto de location, tu te prends un Uber pour aller à ta destination. Puis, Orlando Sanford, c'est pas juste pour les gens qui vont à Orlando ou à Tampa. Les gens qui viennent même dans le sud, quand tu réussis à partir de Plattsburgh puis t'en aller à Orlando-Sanford, tu loues un automobile de là, tu t'en viens passer du temps dans le sud-est de la Floride et tu retournes là, tu redonnes ton char. Il n'y a aucun problème. Puis aller jusqu'au sud, c'est à peu près une drive d'à peu près 3 heures. Oui, puis c'est sur l'autoroute 95, ça se fait super bien. Ouais. Il y a des options. Fort Myers, à côte ouest, Tampa, Saint-Petersburg. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vont prendre l'avion pour aller à Miami. Downtown, l'aéroport de Miami, qui est quand même rare, c'est Fort Lauderdale, Palm Beach. Ouais. Il commence à avoir des vols à Vero Beach. Ah oui? Oui. Okay. Mais des vols à partir de Plattsburgh, non? Dans d'autres villes, Plattsburgh va venir, ils font de Manchester, ils font de Portland, ils font de Portland, Maine. Ouais. Breeze Airways, qui est Robert Milton, qui est l'ancien président d'Air Canada, est parti Breeze Airways. OK. B-R-E-E-Z-E. Oui, Breeze. Oui, comme une brise. Oui, OK. Les avions sont bleus, sont super belles. Il y a à peu près tous des jets neufs. Okay. Au lieu de louer des jets qui datent de 20 ans, 30 ans, les autres compagnies, il y a des belles avions. C'est après explosé comme compagnie. Okay. Puis ils s'en vont tous. Ils vont à Melbourne, ils vont à Vero Beach, ils vont à une destination sur la côte ouest, ils vont à Fort Myers, ils vont à Saint-Pétersbourg. Ils commencent à aller à toutes des petites villes, des endroits qui ne sont pas desservis par les grosses compagnies aériennes. Au plus au nord de Portland, Maine. De Portland, Maine et Manchester au New Hampshire. Au Concord, New Hampshire. De mémoire, c'est Manchester. Ils parlent à partir de l'hiver prochain de mettre Plattsburgh, Burlington. C'est qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est que, Martin, ils appliquent pour avoir une gate. Ils vont à un aéroport. Quand on s'en va, nous autres, à notre gate, bien, les compagnies aériennes réservent des gates. Et eux autres, elle leur appartient, ils payent. Ouais. OK? C'est comme quand on va au cinéma, il y a une salle de cinéma. Mais vous allez voir, à un moment donné, les salles de cinéma, Disney ont 2-3 salles de cinéma dans 18 ou 24 salles. Universal en a une ou deux. Mais oui, c'est tout comme ça. Ah oui? Ouais. Lionsgate en a une ou deux. C'est tout comme ça que ça fonctionne. OK. Ils ont tous leur porte. Il n'en reste plus beaucoup à la fin pour les films indépendants. Là. Une ou deux. Puis il y a des cinémas qui en ont 0. OK. Fait que des fois, tu dis, hey, mon film, il n'y a pas de place. Mais eux autres garantissent aux propriétaires de salles, ils garantissent tout le temps 2 nouveaux films par mois. OK. Donc, de qualité. De qualité. Donc, à partir de là, si le film, même s'il ne tire pas, je dis, garde-les 10 jours, j'en ai un nouveau qui s'en vient, on va l'enlever, tu vas faire plus d'argent avec l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Dans les gates d'avion, c'est pareil. Il y a des gates qui sont réservés par les compagnies. Ouais. Puis à partir de là, eux autres, ils regardent les opportunités d'un aéroport pour réussir à avoir une gate pour desservir leur clientèle. Ils sont très agressifs. Puis quand ils voient que dans les gros aéroports, il n'y a plus de gate, ben, ils vont dans les aéroports alternatifs. Puis de plus en plus, les gens, ils n'ont pas de problème d'aller dans les aéroports alternatifs. Okay. Le stationnement est moins cher. Mm-hmm. Si tu laisses ton auto là une semaine, 2 semaines, il y en a qui sont gratuites ou il y en a, ça va être 20$, 30$ par semaine. Par semaine, pas par jour? Non, par semaine. Pas de l'heure? Non. Fait qu'à partir de là, ils veulent attirer justement la clientèle de prendre l'habitude de venir à leur aéroport. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Fait en tout cas, moi, je sais, j'ai beaucoup de Québécois qui l'ont fait partir de Québec. De Québec, puis des gens de Montréal, au lieu d'être pris dans le trafic, traverser toute la ville de Montréal, puis on sait tout, le métropolitain ou par la Rive-Sud, la 30, la 10, whatever. Aller à Plattsburgh, Burlington, des fois, c'est une demi-heure de plus, mais les douanes sont faites. Ouais. Donc, quand tu prends ton avion, tu arrives ici, tu ramasses tes valises, tu t'en vas. Exact. Tu n'as pas à attendre 30, 40 minutes, 1 heure aux douanes pour passer, plus tes valises. Exact. Donc, au bout de la ligne, il n'y a pas une grosse différence. Non. Je comprends que l'hiver peut avoir de la météo. Quand tu reviens, tu peux être fatigué, prendre Plattsburgh, tout ça. Mais il ne faut pas oublier, quand c'est du Spirit, JetBlue ou Allegiant, bien souvent, il y a des allées à 100, 120$, 50$, 75$, 80$. C'est complètement débile. Il faut magasiner, il faut s'inscrire sur les moteurs de recherche pour dire entre telle date et telle date, tant de personnes. Puis aller voir les compagnies aériennes. On en parlait tantôt dans le podcast, justement, pris des notes, on parlait d'Expedia, mais il y a plusieurs de ces compagnies-là qui ne font pas affaire avec les gros moteurs, puis vous devez aller directement sur le site de la compagnie aérienne. C'est pour ça qu'ils font des prix avantageux comme ça. Parce que le prix qu'ils font ils vont directement dans leur poche, moins les taxes qu'ils doivent payer. Là,
les taxes d'aéroport et tout ça, mais je veux dire, ils essaient de réduire justement les frais le plus possible pour qu'il leur reste un petit peu d'argent. Ouais. Ils sont sur la bourse. Ben oui, ça, ils n'ont pas de choix. Ouais. Mais ça, c'est un truc, ça. Quelqu'un veut venir ici, j'ai regardé les billets d'avion, c'est 700$, 750 aller-retour, 800 cette année. Cette année, c'est très cher. Les billets d'avion sont extrêmement chers. Il y a juste, de Québec, de Montréal, il y a juste quasiment Air Canada et Air Transat qui le fait. Ouais. Aussitôt qu'ils ont vu qu'un joueur ou deux débarquait, ben les autres ont jumpé un peu dans leur prix, malheureusement. Mais ça, c'est une alternative de passer à côté. Vous pouvez prendre votre auto, vous pouvez descendre. J'ai un chum, moi, qui est descendu jusqu'à Boston. Okay. Il est parti de Québec. Il dit, j'ai trouvé des vols avec JetBlue, Carl, puis ça me coûtait 200$ aller-retour avec JetBlue. Puis il dit, c'est pas compliqué, j'ai 3 enfants. Fait qu'il dit, partir de Montréal ou de Québec, le prix, j'aimais mieux prendre mon véhicule, brûler 200-300$ de gaz, mais je sauvais 2-3 000. Mais tu peux aussi partir de Portland, de Plattsburgh ou d'une autre ville contiguë là, au Canada, et de partir de là, puis t'en aller à Boston en avion. Oui. Moi, je l'ai fait de Presque Isle, Maine. Oui. Direct à Boston. 11 septembre, mais pas le 11 septembre. Oui, je comprends. Puis c'était très économique. Là. J'ai fait ça. Puis ensuite, de là, direct en Floride. Oui, c'est ça. Il y a des connecting flights comme ça, souvent. Mais souvent, quand vous voyagez, regardez des vols directs. De la ville que vous allez, il y a plusieurs vols directs. Il y en a du New Hampshire, il y en a de Boston, de Logan Airport, puis il y en a de Plattsburgh. Là. C'est pas mal qu'est-ce qui est plus proche du Québec. C'est le fun. Puis la meilleure façon de choisir un véhicule de location le moins cher possible, as-tu des trucs ou quelque chose à suggérer aux auditeurs, quoi que ce soit? Expedia, évidemment. C'est parce que Expedia fait partie de la famille de Microsoft. Et Microsoft sont propriétaires de près de tous les moteurs de recherche. OK. Hotwire, Expedia, Travelocity, tout ça, ça repartit à toute la même gang. Okay. Ça fait partie du même groupe. Ça fait partie tout du même groupe. Okay. Et à partir de là, la meilleure façon, vous ouvrez un compte, comme un compte Amazon. Vous ouvrez un compte avec Expedia, vous mettez votre carte de crédit, vous voyagez là-dessus. C'est la meilleure agence de voyage au monde. C'est la plus grosse. C'est eux qui vendent le plus. Ils vous donnent un numéro de confirmation sur tout. Et en plus, il y a une petite fenêtre qui se trouve que vous pouvez chatter toujours avec un agent de voyage s'il arrive quelque chose, un délai ou quoi que ce soit en temps réel. Puis ça, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui sont comme perdus là-dedans, Martin. Mais je dis, moi, j'ai fait le tour du monde. Puis j'ai fait le tour du monde avec Expedia. Ah oui? J'ai fait même à ce moment-là? Oh, j'ai toujours booké avec Expedia. Okay. C'est eux autres qui m'ont démerdé le plus. Okay. Quand tu voyages, c'est toujours une expérience. Si t'arrive rien, tant mieux. Il faut que tu sois prêt quand tu pars de chez vous qu'il peut arriver quelque chose. Ça fait partie de la vie. Okay? On s'en va à l'aventure. Mais Expedia, pour moi, a toujours été... j'ai jamais été vraiment fâché contre eux autres. Ils ont toujours été à la hauteur, m'ont toujours démerdé s'il y avait quelque chose. Si tu sais bien magasiné, tu fais bien tes affaires, tu rentres tes choses, il y a toujours un agent. S'il y a, on va dire en anglais, un fuck-up à un moment donné, que l'hôtel n'est pas correct, ta location de voiture n'est pas correcte, tout ça, tout de suite, tu parles à l'agent d'Expedia. Expedia, avec leur pouvoir d'achat, vont tout de suite contacter le vendeur qui est associé avec eux autres, puis normalement, il corrige tout de suite le tir. Il m'est arrivé un épopée il n'y a pas longtemps. Justement, quand je suis venu ici dans les premiers podcasts, j'ai loué un hôtel. Puis l'hôtel, ça n'a pas marché. L'hôtel, je ne le nommerai pas ici, tout ça, mais il est arrivé une aventure. On avait des clés électroniques, puis je suis arrivé à 11h le soir, puis les clés électroniques ne fonctionnaient pas, puis il n'y avait plus personne dans le lobby en bas. Personne dans le lobby. Oui. Mais j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est rare, là, mais ça arrive. Donc, c'est rendu certains hôtels couper des frais. Ils ne mettent plus personne dans le lobby s'il arrive un problème. Donc, ils disaient, appelez à tel numéro s'il y a un problème, 1-800. J'appelle 1-800, je t'ai rendu à Boston. Donc, avec une ligne, je commence à parler à la personne, j'explique le problème. Elle dit oui, elle dit, attendez un petit peu, elle dit, je vais vous revenir. Elle me revient au bout de 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes en attente. 20 minutes en attente d'un lobby d'hôtel. Là, madame, elle me revient, je dis là, attends un peu. Là. Avant que tu me dises n'importe quoi, fait 20 minutes j'attends. Moi, il fait 20 minutes j'attends d'un lobby d'hôtel. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Pour faire une histoire longue, courte, j'ai fait une plainte à Expedia. J'ai expliqué qu'est-ce qui m'est arrivé. L'agent d'Expedia n'en revenait pas que cet hôtel-là, qui était dans leur gamme d'hôtels en location, qu'il n'y avait pas personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui donnait un service aux clients. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Tout ça pour dire que j'avais loué
2 soirs. Ouais. Ils m'ont donné un crédit pour les 2 soirs. Ils m'ont remboursé. Un crédit dans Expedia valide dans n'importe quoi. Exactement ça. Ils m'ont remboursé. Ça ne m'a rien coûté. Mon séjour de 2 nuits m'a coûté 0 au bout de la ligne. Ouais. J'ai déjà vécu la même situation où j'avais fait une erreur, moi, pas Expedia, moi, une erreur. Oui. Tu sais, genre Québec, Fort Lauderdale, j'ai pris Fort Lauderdale, Québec au lieu de Fort Lauderdale. Fait que je suis resté dans l'autre aéroport. Pas le bon vol. Oh, et des fois, c'est des affaires. Ben, c'est pas grave, 3 heures après, j'étais reparti, là, mais Ouais. juste dire que Expedia m'a remboursé. Ouais. Puis à l'autre bout du spectre, Oui. nous, Richard Motel, ici en Floride, quand il y a un problème avec un client, c'est Expedia, eux autres même, qui nous téléphonent. Oui. Puis on est ouvert 24 heures en passant. Là. Oui. Puis il y a toujours quelqu'un qui est là, même un gardien de nuit, puis tout ça. Puis automatiquement, on prend les appels, puis on reçoit l'appel d'Expedia qui est en ligne l'autre bord avec toi. Avec le client, exactement Exact. ça. C'est ça, très qui est sécuritaire. c'est ça qui est arrivé dans notre cas. Puis c'est pour ça que je dis, moi, je ne serais pas pour Expedia, je veux rien savoir d'Expedia, ça appartient à Microsoft. Oui, mais ce qui est le fun d'Expedia, c'est que tu peux louer tout Tu peux tout d'un faire. coup sec, c'est-à-dire Tu peux tout ton faire. automobile de location, ton hôtel si tu veux, puis juste un billet d'avion si tu veux. Ils te garantissent les meilleurs prix. Ouais. Si tu trouves un meilleur prix ailleurs, ils vont t'aider à côté. Ça, Puis je ils vont savais te donner un crédit. OK. Ça, c'est nouveau OK. depuis la dernière année. Surtout. Donc, puis en plus, c'est rendu que tu as un système de pointage. Donc, tu ramasses des dollars avec OK. ce que tu loues, puis tu les appliques sur tes futurs achats. Wow. OK. Expedia. C'est très Moi- simple. Moi, je ne sais pas, là, mais je veux dire, quelqu'un qui voyage un peu, tout ça, je vois pas d'autre façon qui est mieux que Expedia. Ben, tu disais toi-même dans un des podcasts précédents que c'est bien d'aller magasiner son billet d'avion directement sur la compagnie aérienne quand on est dernière minute ou quand on est seul plus qu'en famille. Non, c'est toujours d'aller vérifier en même temps parce qu'il y a certaines compagnies qui ne font pas partie du groupe d'Expedia. OK. Spirit le fait. Spirit sont sur Expedia, mais il y a plusieurs compagnies qui ne le sont pas. OK. Donc, vous devez aller voir une fois de temps en temps directement ces compagnies aériennes. OK. That's it. OK. Mais Expedia, je veux dire, représente 80 des compagnies. Ben oui. Mais il y en a certains qui ne veulent pas d'intermédiaires et de vente directe. Mais il y a aussi, tu peux aussi Ben, je appeler vais direct en aux donner hôtels. une qui est connue aux États-Unis, c'est Southwest. Oui. Southwest n'est pas sur Expedia. Vous devez aller directement sur Southwest Airlines. OK. Fait qu'ils n'embarquent pas des moteurs, eux autres, c'est un choix. Eux autres, puis ils ont leur clientèle, puis Southwest, financièrement, vont très bien. C'est une très grosse... Je me rappelle de Southwest quand ça a commencé. Au début, là, à peu près 25 ans. OK. Mais j'ai dit Southwest va très, très, très bien. Je veux dire, ils ont leur clientèle, tout ça, puis eux autres, ils disent on n'a pas besoin d'eux autres. C'est une décision d'affaires. OK. Non, écoute... Mais c'est correct aussi. Puis quand vous voulez faire affaire avec Expedia, prenez quand même la chance d'appeler l'hôtel, peu importe le type d'établissement, de Oui. les appeler, puis de leur dire que vous magasinez actuellement sur Expedia, puis que vous voulez avoir le meilleur prix possible. Ils vont vous le dire s'ils sont capables. S'ils ne sont pas capables, puis vous Exact. rentrez dans une fenêtre où eux autres, ils vont être pleins, il reste 3 chambres sur 250, Oui. ben, ils ne vous le feront pas le deal. Mais prenez la chance de le faire, parce qu'habituellement, un hôtel place seulement un petit nombre de chambres de l'ensemble de son portfolio OK. à la disponibilité pour Expedia. Ce n'est pas la totalité. Fait qu'eux autres, ils ont encore des unités OK. qui ne mettent pas en disponibilité, qui sont capables de vous faire un prix de la côté ou whatever. Mais prenez la chance. C'est la même chose que ce que tu viens de mentionner avec les compagnies d'aviation. On ne rush pas. Hmm. On prend notre temps. On regarde toutes les options. Il n'y a personne qui nous mange avec un clavier. Exact. On prend toutes nos options, on fait nos affaires, on book, on met la carte de crédit. Ciao, bye, on est parti au Sunshine State. Oui, puis là, on s'en vient profiter des plages. 3500 km de plage en Floride avec un climat extraordinaire. Dans notre prochain podcast Oui, oui. qui va suivre, podcast numéro 8, Oui, exactement. j'ai une section des plages. Ah, des plages. Wow. Ouais, Wow. des plages spéciales. Excellent. Et là, on a parlé dans le dernier podcast, nous avons parlé de Daytona, ton expérience que tu as vécue au début du mois de mars. On a parlé des Buc-ee's également, des fameuses stations-service à 128 ponts, puis la bouffe écœurante. C'est extraordinaire. On a parlé de ça. On a parlé aussi du Spring Break, parce que le Spring Break, d'aucuns pensent que ça dure une semaine, 2 semaines, comme au Québec, puis en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick. Mais ici, ça commence le 1er mars, ça finit le 14 avril. Puis le personnel des restaurants fait des affaires d'art, travaille du matin jusqu'au soir si ce n'est pas une partie de la nuit. On a parlé de ça, on a parlé de l'Auto Amigo. Et une des choses qu'on a l'intention de parler dans un prochain podcast, je ne sais pas si c'est le prochain ou l'autre après, mais c'est la construction de la rénovation qu'on peut, toutes les Home Depot, toutes les places où est-ce qu'on peut magasiner, comment le faire, pourquoi choisir telle et telle période, et ainsi de suite. Alors voilà, c'est pas mal As-tu un mot pour conclure ou quoi que ce soit? Moi, je garde la viande pour la semaine prochaine dans le prochain podcast. Alors, merci à tout le monde. Merci à François Forget de Caméléon Productions. Merci évidemment à Carl Sanson. Mon nom est Martin Clavé-Bédard et ce podcast va se poursuivre la semaine prochaine. En passant, nous sommes
tous les lundis à midi, il est possible d'avoir le nouvel épisode. Par contre, les gens, c'est peut-être plus facile d'aller, par exemple, sur Spotify, d'aller cliquer sur l'espèce de petite cloche que vous allez voir. Et puis, en cliquant sur la cloche, ça va vous envoyer une notification à toutes les fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort. OK? Alors, c'est très facile. À droite de la petite cloche, vous avez également 3 petits points. Et en sous-catégorie, dans les 3 petits points, vous avez la possibilité de classifier le nombre d'étoiles par rapport à ce que vous avez apprécié de l'épisode. Ça, je ne suis pas habitué à ça, me faire donner des étoiles. Et là, 5 sur 5, on demande 5 sur 5 idéalement, mais si vous mettez 1 sur 5, on va comprendre que le sujet vous intéresse peut-être un peu moins. Mais gênez-vous pas, c'est notre rappel. On n'a pas... Comme une station de radio, on n'a pas de sondage Numéris, on n'a pas de sondage BBM. Non. La façon de mesurer ça, c'est votre degré d'appréciation. Et depuis le début, on est à l'épisode 7, on s'en vient bientôt à l'épisode 8. Depuis le début, on a énormément de commentaires et c'est tous des commentaires positifs. Et surtout, Martin, je ne veux pas t'interrompre, mais partagez le podcast. Partagez votre podcast avec vos amis, votre famille. Vous allez voir, il y en a plusieurs qui vont apprendre des choses. Là. Il y a le monde qui dit « Oh oui, je connais tout ça. Ouais. » Savez-vous quoi? On est là pour vous aider. Et en plus, vous pouvez rentrer en communication avec nous autres. C'est des sujets que vous voulez avoir. Dans le podcast précédent, il y a quelqu'un qui a parlé des questions des Easy Pass, Sun Pass, tout ça. C'est une question qu'on a eue. Ouais. Donc, on m'a dit « Hey, Carl, tu sais quoi la différence? » J'ai dit « Ben oui, je sais c'est quoi la différence. » Martin m'est arrivé avec ça. Ouais. J'ai fait une petite recherche pour être sûr de ne pas avoir de l'air fou non plus, pour confirmer ce que je savais. Tu n'as pas dû prendre bien de temps, tu l'as su, je ne sais pas combien, une couple d'heures avant. Oui, bien c'est ça. Fait qu'à partir de là, ça a été bien, mais on prend les questions. Si le sujet peut être intéressant, qu'on peut éduquer des gens, et nous autres même nous éduquer sur des sujets qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas penser, parce qu'on se creuse la tête à tous les semaines, de trouver quelque chose qui peut intéresser les gens qui viennent ici, des gens qui viennent régulièrement, des gens qui viennent une fois par année, des gens qui viennent une fois aux 5 ans. Ouais. Il y a des gens qui ne sont jamais venus en Floride. Absolument, qui nous écoutent présentement du Québec ou hors Québec. Fait que ça vaut vraiment la peine de nous donner, parce que là, ce que j'allais dire, c'est que les commentaires sont tous positifs. Nous, on veut des commentaires constructifs pour s'améliorer, comme tenir le microphone un peu plus bas de notre visage. Ouais. On a changé de studio pour ça. Entre autres. Mais entre autres, c'est la raison. Mais également des commentaires constructifs, mais aussi des sujets de discussion que vous aimeriez qu'on traite. Ne vous gênez pas pour les partager. Alors, c'est le fun de voir que vous aimez ça, mais ce serait le fun d'avoir des idées, effectivement, de ce qui vous plaît le plus. Nous sommes présentement au AV Club Podcast Studio ici, downtown Fort Lauderdale, et on se reparle la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci de votre participation à La Florida, le podcast.